demander à Florent, alors ils arrivent tous de par là, Florent Berthiaud, si tu peux venir, Florent. Et vous l'applaudissez, lui aussi. En fait, Émeraude va te présenter. Ah bah Florent, en fait, on s'est connus au coworking à Lille. Donc, c'est un influenceur assez influent sur Lille. Donc voilà, c'est quelqu'un qui, justement, crée du contenu à forte valeur ajoutée. Donc, c'est voilà, un influenceur, en tout cas, qui est plutôt appréciable, avec qui il est appréciable de travailler, je pense. Je confirme, je me permets un petit témoignage, parce qu'on se connaît depuis quelques semaines. J'ai des problématiques de diffusion de ma marque, comme tout le monde. On s'est vu il y a quelques semaines. Ce qui est extraordinaire, en tout cas moi c'est ma découverte, dans votre univers et les réponses, c'est toujours possible. Quelle que soit la problématique posée, en attendant la prochaine, mais quelle que soit la problématique posée, il y a une solution, focale robot et ou focale humain. C'est ça qui est aussi intéressant dans ces stratégies que vous accompagnez, que vous mettez en place. Donc Florent travaille ici à Lille, anime un collectif, alors les 3W, et par ailleurs a lancé une belle histoire qui s'appelle Made in Lille. Et il va nous expliquer, vous l'avez dit dans votre intervention, que l'influenceur peut être autre chose qu'un homme sandwich. Et peut même participer à une co-construction d'influence sans forcément passer à la caisse pour aller en Afrique ou avoir un 10 gaufres de chez Mère. Et ça marche. Parce que ce qu'il a fait, et il va vous le raconter, réunit plus d'une centaine d'influenceurs qui ont pignon sur rue sur ce territoire, et il se passe des choses extraordinaires. 20 minutes pour nous le prouver. Bienvenue. Merci. Merci, Brod. Oui, vous pouvez l'applaudir, n'hésitez pas. Toujours ça de prix. Alors bonjour, je suis très content, merci Jean-Michel de m'avoir présenté comme ça. Donc je m'appelle Florent, ça fait 10 ans que je fais du web. Maintenant je gère avec beaucoup de guillemets un collectif qui s'appelle les 3W, qui sont des gens qui aiment juste faire du web un peu sensé, un peu social, un peu humain, un peu sympa, quoi. Et du coup, moi ce que je me suis dit, c'est qu'aujourd'hui je vais vous parler de choses que j'ai pu voir, que j'ai pu... Bonjour tout le monde, coucou, il y a plein de gens qui arrivent, c'est un peu stressant. Ah, j'aime bien vous voir. Du coup, bon, je reviens là-dessus. J'ai créé, entre autres, donc les 3W, plus une plateforme qui s'appelle Made in Lille. Donc c'est pour ça, en fait, moi j'ai appris beaucoup de choses, j'ai rencontré beaucoup d'influenceurs, et grâce à tous ces influenceurs, en fait, ils m'ont nourri. Ils m'ont donné plein d'infos, plein de choses, donc plein de retours, plein de feedback, mais des choses très concrètes qui se passent autour de simplement un petit café. Des fois, il y en a certains avec qui je suis parti manger. Donc en fait, c'est du temps que j'ai passé avec eux, et grâce à eux, en fait, je me suis nourri, j'ai appris. Et aujourd'hui, je peux vous retranscrire un petit peu avec des mots très simples. Et vous allez voir, moi, je ne fais pas compliqué. Quand j'apprends quelque chose, j'aime bien le distribuer et redonner aussi de l'information au quotidien. Alors, avant de lancer tout ça, on part en 2017, l'époque des fake news. Notre cher ami Trump l'a bien balancé, il y a des fausses annonces partout, tout le temps. Donc ça a été le gros sujet l'année dernière. Moi, c'est en tout cas ce que j'en ai retenu. Plus autre chose, c'est que j'ai rencontré plein d'influenceurs l'année dernière. En 2016, il y en avait peut-être un peu moins, ou en tout cas c'était peut-être un peu moins visible, un peu moins accessible. Mais en 2017, moi j'en suis pris plein les notifications, enfin sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, j'ai eu plein de notifications. Il y a un nouvel influenceur qui pourrait t'intéresser. Et donc je me suis dit, allez, c'est parti, Flo, tu lances le pas, enfin tu sautes le pas, tu crées un petit site web qui s'appelle madeinlille.fr et du coup tu vas te nourrir des informations qui vont être distribuées. Voilà, point de départ en 2017. 2018, je regarde un petit peu, je me nourris de ce qu'ils me racontent et ils me disent, punaise, plein de gens remettent en doute un petit peu nous ce qu'on raconte, comment on le fait. Et j'ai plein de copains qui sont très doués dans leur métier, dont le monsieur là-bas qui se balade avec un appareil photo, qui est intervenu tout à l'heure, et qui me disent, en fait, les relations avec les influenceurs, ça évolue chaque année et quasiment chaque mois. Il y a plein de choses différentes qui avancent. Et là, ce qui se profile, c'est la remise en cause du pourquoi on appelle ça un influenceur. Donc pour ceux qui sont là depuis ce matin, c'est un petit peu à mon avis le débat de fond, c'est qu'est-ce qu'un influenceur, à quoi ça sert, comment tout ce terme un petit peu bizarre qui est utilisé. Si on revient un petit peu au départ, marketing d'influence, souvent ce qu'on a comme définition, c'est une façon un peu idéalisée d'une demande très simple, je veux faire le buzz, je veux qu'on parle de moi, je veux qu'on associe ma marque à un truc génial. Ok, c'est pas que ça le marketing d'influence, et c'est ce qu'Emeraude a bien défendu tout à l'heure justement. Si on revient un petit peu, quelle relation entre influence et marketing ? Il y a 3 protagonistes.
Bon, je suis pas un habitué de lire toutes mes slides, hein. Moi je préfère parler, donc je vous laisse lire un petit peu. Mais en gros, c'est comme dans un conte de fées, il y a toujours un héros, il y a toujours une situation un peu étrange, il y a toujours un méchant, il y a toujours une solution miracle. Donc là, le héros, ou les héros, ça va être vous, nous, on a un besoin, quelque chose dont on a besoin de parler. La solution, ça va être toujours cette influence marketing, donc ça va être les influenceurs. Et ensuite, on a besoin de mesurer en fait tout ça. On a besoin de savoir un petit peu, avoir des retours et pouvoir dire, voilà, ça marche ou ça marche pas. Donc voilà, point de départ, influence marketing, on doit pouvoir répondre à ça. À quoi ça sert du coup? Il y a plein de petits points, mais ceux que j'ai envie de mettre en avant, c'est vraiment réassurer. Donner vraiment du capital sympathie à votre marque ou à votre produit. Et donner surtout envie. En fait, si vous voyez un influenceur qui consomme vos produits, ça va donner plus envie à ces communautés, très naturellement, d'aller les consommer à leur tour, plutôt que de les découvrir dans un prospectus habituel. En fait, c'est un être humain qui va conseiller un autre être humain. C'est un copain qui conseille un autre copain. Voilà, la relation de proximité avec les influenceurs, elle s'est transformée. De personnages publics emblématiques qu'on appelait ambassadeurs, qu'on appelle toujours, mais les relations sont toujours très différentes entre un ambassadeur et un influenceur. Donc on passe de la star idéalisée, ambassadrice, qui est visible par tout le monde, aux copains qui conseillent à d'autres copains des produits ou des façons de consommer un peu différentes, avec des retours concrets sur des exemples concrets. Donc moi, ce que j'ai vécu ce week-end, voilà, moi je peux le raconter. J'ai découvert Pierre et Vacances, je trouvais ça génial. Du coup, j'en parlais à d'autres copains qui vont dire « Ouais, ok, je vais tenter Pierre et Vacances. Flo, il m'a dit que c'était bien. Bon, allez, j'y vais. » Voilà, c'est toujours ce côté humain qu'il faut garder en tête. Pour ça, parce que c'est toujours bien d'avoir quelques chiffres quand même, donc c'est pareil, je ne vais pas tous vous les reciter, vous allez les retrouver, mais si je dois juste en mettre quelques-uns en valeur, il y a 3/4 des acheteurs qui ont suivi un conseil d'influenceur. Donc ils ont un vrai pouvoir de recommandation. Ils vont partir donner de l'information et prouver par A plus B, par leur expérience et par leur voix unique. Donc ils ont un avis, ils vont le défendre, et c'est ça qu'on va écouter. Et l'autre point que j'aime beaucoup, c'est le tout dernier. Les fameux 41% des internautes avouent avoir utilisé un code promo issu d'une campagne d'un influenceur. Ça rejoint ce qu'Emeraude disait juste avant. En fait, vous allez pouvoir vraiment créer des liens uniques avec les différentes personnes et profiter de ce nouveau média, ce nouveau support vachement sympa qui est un individu. Donc c'est plutôt cool. Donc profitez-en, donnez-lui un petit code promo qui va pouvoir aller le mettre en avant. Moi, je repense, j'ai des copains qui ont lancé un site, Le Cartographe, voilà, où vous pouvez faire des cartes personnalisées de n'importe où en France ou dans le monde. Et il y a une influenceuse qui a été vachement intéressée par ça, elle a demandé son code promo, ça a été fait, et du coup plein de commandes ont été déclenchées grâce à cette influenceuse qui a prouvé à sa communauté qu'elle avait un lien spécial avec la marque qui fabrique grâce à un code promo dédié à sa communauté à elle. Donc ça marche en fait, c'est de la preuve concrète que si on applique l'influenceur au stade premier du comment on commercialise un produit, ça marche quand même. Bon, petit rappel quand même, hein. Un influenceur c'est quoi? C'est un mec ou une nana, hein. C'est pas juste un gros chiffre sur un gros compte Instagram, c'est pas que ça. C'est surtout et principalement des gens. Enfin, c'est moi, c'est vous, enfin, tout le monde est influenceur. Moi, je pense que celle qui m'a influencé le plus quand j'étais petit, c'était ma grand-mère. Donc elle a influencé, elle a son petit réseau, et c'est celle qui m'a appris plein de trucs. Et c'est grâce à elle que maintenant j'ai aussi une opinion, que j'apprends à me défendre un petit peu tout seul, que j'apprends à faire la cuisine. C'est grâce à elle que j'ai appris beaucoup, grâce à son expérience qu'elle m'a diffusée. Donc on n'est pas dans le digital, mais on est dans l'humain. Et l'humain, c'est quand même vachement important. D'où le fait que ce ne sont pas que des hommes sandwich. C'est simple, un influenceur, si vous lui demandez s'il travaille pour la marque A, puis la marque B, puis la marque C, qui sont toutes les trois concurrentes, au bout d'un moment, il n'a pas vraiment d'avis, cet influenceur. Il n'avance pas vraiment. Un influenceur qui travaille réellement avec une marque, il va redonner encore une fois son avis. C'est ce qui est le plus important. Je pense que je me répète beaucoup sur certaines petites choses, mais parce que je les trouve très très importantes. En fait, ils vont créer de la valeur. Cette valeur-là, c'est juste de pouvoir donner un retour d'expérience. Et ça, c'est le plus important. Si vous faites une campagne d'influence sans attendre de retour, n'en faites pas, quoi. Faites du post sponsorisé basique et ça ira très très bien. Ou encore mieux, faites du AdWords. Ça marche encore et toujours, le AdWords. Et le dernier point, moi je le trouve hyper important, celui que vous voyez là des deux côtés, c'est que ce sont des créateurs et pas que des curateurs. Alors je reviens un petit peu sur le terme curation, c'est-à-dire de faire beaucoup de veille et de reproposer une petite synthèse de sa veille. Alors la synthèse, elle est bien. La synthèse, c'est quand on prend le temps de décrire un petit peu ce qu'on a compris, ce qu'on a lu, ce qu'on a ingurgité. Mais faire une synthèse toute bête et méchante de juste dire voilà ce que j'ai lu et je te le repartage, ça n'a aucun intérêt. Du coup, il y a des comptes comme ça qui sont très bien gonflés, il y a plein de chiffres, mais est-ce qu'ils ont un vrai avis? Moi, j'en suis pas certain, et en tout cas, ça se prouve par un plus B au fur et à mesure des campagnes marketing qui peuvent être lancées, que ça ne marche pas. Une personne qui ne fait que redistribuer l'avis de quelqu'un d'autre, c'est un petit peu une chimère au final. Alors, comment qu'on fait? On va essayer d'instaurer un rapport de confiance. Ce que disait Emeraude encore une fois tout à l'heure, mais je pense que tout le monde se répète un peu au fur et à mesure de la journée, donc on va marteler des bonnes pratiques.
c'est qu'il faut toujours que les gens puissent avoir confiance en vous ou dans l'influenceur. Et l'influenceur, il base toute sa communauté sur une relation de confiance. Il va balancer de l'information, ça va être récupéré, il va surtout faire quelque chose de très intéressant. C'est le social, le dialogue. C'est d'échanger avec les gens et d'avoir un partage d'opinion, de pouvoir se dire, comme avec une bande de copains, on échange. Des fois, on n'est pas d'accord et c'est génial de ne pas être d'accord. Mais dans ce cas-là, on va avoir des débats, on va pouvoir s'avancer dans ses idées, dans sa petite zone de confort. Et c'est ce qui fait qu'un influenceur est de plus en plus respecté et vraiment suivi. C'est quand il a un vrai dialogue. Sauf que ça demande du temps et c'est pas facile parce que c'est long, c'est chiant et créer une communauté, ça peut être très facile. Hein. Je vais acheter 150 000 followers, c'est bon, je suis un influenceur type micro, je fais plein de trucs. Allez, achetez-moi ma part d'audience. Sauf que mon audience, elle est complètement inexistante parce que j'ai acheté de la confiance à quelqu'un et quand vous achetez de la confiance à quelqu'un, c'est pas de la confiance, hein. C'est une relation monétaire entre les deux, c'est une relation commerciale. Est-ce que ça a de la vraie valeur? Pas sûr. Alors moi j'aime bien ces petites quotes, c'est celles que j'entends quasiment toutes les semaines, c'est on va faire appel aux influenceurs pour que notre produit décolle et qu'on devienne leader sur le market. Ça arrive assez souvent, mais posez-vous la question, si vous sortez une phrase comme ça, c'est qu'on a quand même pas mal de questions à se poser avant sur le pourquoi vous avez envie d'être leader sur votre marché. L'influenceur n'est pas la réponse à tout. Preuve concrète, Internet l'année dernière versus aujourd'hui. Les contenus sont identiques. Preuve, la plupart des influenceurs qui ont été mobilisés sur des hashtags brunch ou vegan font strictement la même chose. Enfin, sortez votre téléphone, allez sur Instagram, recherchez ce petit hashtag. Vous allez voir, toutes les photos sont prises de la même façon. Par-dessus, avec le petit filtre l'arc qui va bien, on rajoute un peu de contraste, on accentue la netteté, et au final, toutes les photos se ressemblent. Mais c'est pas grave. Parce que si une influenceuse qui a 15 000, une autre qui a 15 000, 15 000, 15 000, elles vont toutes toucher leur communauté et avoir du like. Sauf que souvent, ce sont les mêmes communautés. Donc, au lieu de tenter absolument d'aller toucher ces influenceuses-là, on va plutôt tenter d'autres choses et leur laisser un vrai point de vue, une vraie façon de communiquer et leur demander de rester original et de ne pas faire comme Samsung l'a fait il y a quelques temps. Donc, je vais prendre l'exemple de Molitor. Si vous regardez bien, c'est toujours la même photo. Ce sont des influenceurs différents, sauf qu'on leur avait pré-mâché leur petit texte pour correspondre à leur personnalité. Et on leur a dit, tu postes ce message-là avec cette photo-là. Bon, évidemment, ça va marcher, ça a fait un tollé. Si vous cherchez, je crois que sur Google, c'est bien référencé sur Epic Fail Samsung. Voilà, c'est un peu rigolo. Mais en gros, ça montre que si vous ne laissez pas l'originalité et la vraie parole des gens s'exprimer, ça ne marche pas en fait. Il faut toujours leur laisser, au final, un influenceur, il est vraiment influent quand il donne sa vraie personnalité, son vrai discours et sa vraie voix. Et du coup, ça peut s'acheter quand même. Je reviens là-dessus. Donc on a tous une grande pote qui s'appelle Kim Kardashian, qui a pas mal d'abonnés, et qui propose des fois d'avoir son petit article, son petit post sponsorisé, il n'y a pas de souci. Donc on peut acheter des posts chez des influenceurs. Bon, chez Kim, ça coûte un peu cher, mais comme disait Emeraude tout à l'heure, il y a différents budgets pour différents types d'influenceurs. Donc plus vous allez taper sur du gros influenceur, plus ça va coûter cher. Plus vous allez être dans des relations avec des nano-influenceurs, des micros-influenceurs, plus ça va être accessible. Mais il n'y a pas que l'argent là-dedans. Parce que l'argent, c'est une bonne façon d'avoir un avis, mais vous allez payer cet avis. Est-ce qu'un avis payé est un vrai avis? Moi, j'en suis pas totalement convaincu. S'il n'y a pas cette part de libre arbitre et de vérité qui ressort à chaque publication ou à chaque fois qu'il s'exprime, c'est un peu loupé quand même. Et du coup, ce qu'il faut quand même garder, c'est que cibler différents types de communautés, différents types d'influenceurs, des petits, des moyens, des gros, des très gros. Et au moment quand vous allez tomber sur les très gros, vous allez tomber sur les ambassadeurs et les stars. Et ceux-là, très clairement, pour vos campagnes de pub, c'est pas la même relation et vous n'allez pas pouvoir tout leur demander. Par contre, un plus petit, comme ceux avec qui j'ai l'occasion de discuter hyper souvent sur Made in Lille, sur Made in Lille, ils sont pas très nombreux. Jean-Michel l'a dit, ils sont une centaine. Sauf qu'ils sont une centaine uniquement sur la métropole lilloise. Ce qui pour moi est quand même énorme. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Et moi, je connaissais que les grosses têtes d'affiche. Enfin, voilà, c'est les gens qu'on voit tout le temps partout, dont le petit monsieur qui est là-bas, qui s'appelle Camille Jourdain, et on peut lui faire coucou. Et en fait, il y en a plein. Et, moi, j'ai découvert donc Camille depuis longtemps, mais j'en ai découvert d'autres qui sont aussi dans son secteur. J'ai découvert aussi Mathilde à nouveau, j'ai redécouvert Lil by Matt, j'ai redécouvert plein d'autres influenceurs et des plus petits. Et c'est les plus petits qui ont pu me raconter leur histoire, du pourquoi ils le faisaient. Et en fait, ceux-là sont hyper intéressants. En fait, ils ont une vraie nature humaine à l'intérieur qui ne s'est pas gâchée par une relation commerciale. Donc si vous tombez sur des ambassadeurs, méfiez-vous quand même. Parce que je répète encore une fois, mais si vous payez un avis, n'oubliez pas qu'il n'est plus objectif.
Ça n'empêche que vous pouvez faire différents types de campagnes. Avec des grands influenceurs, des plus petits influenceurs et des tout petits influenceurs. En fait, multipliez vos canaux, faites des tests. Parce que selon votre produit et votre cible commerciale, ce qui va marcher avec des toutes petites communautés ne marchera peut-être pas avec des très grandes communautés et inversement. Sur du produit hyper générique, ça peut valoir le coup d'avoir son ambassadeur. Si on prend le domaine de l'horlogerie, partez chez Tag Heuer, ils prennent des grands sportifs pour jouer leur rôle d'ambassadeur. Ils ne prennent pas encore de plus petits ambassadeurs, des micro-influenceurs. Ils ne font pas encore cette démarche-là. Dans les limites, quand même, à garder en tête, c'est que cette portée naturelle qu'ils ont acquis au fur et à mesure du temps, elle peut s'essouffler. Elle peut gonfler, donc c'est-à-dire qu'un petit influenceur peut devenir un plus gros influenceur, mais aussi l'inverse. Un gros influenceur peut devenir un plus petit influenceur ou alors perdre la confiance de sa communauté. Donc n'oubliez pas que ce qui est vrai aujourd'hui n'est peut-être plus vrai demain. Donc toutes les recherches que vous allez pouvoir faire, il faut toujours les remettre aussi dans leur contexte. Avec un cas concret, typiquement, avec ces faux influenceurs qui peuvent évoluer dans le temps. Ce que j'appelle faux influenceurs, c'est les opportunistes ou les provocateurs. D'ailleurs, il manque une petite syllabe dans mon procateur. Donc ils sont toujours actifs, ils sont toujours présents. Et l'exemple concret, c'est celui de Ellie Darby et du White Moses Hotel. Donc ça se passe en Irlande. Cette jolie influenceuse a proposé à un hôtel qui était sur son road trip, de faire un stop chez elle et de lui proposer de l'héberger gratuitement. Parce que, vous le comprenez, de toute façon, elle a beaucoup d'abonnés sur Instagram, donc ça vaut le coup, quoi. Si l'hôtel ne fait pas ça, c'est qu'il est complètement con, et du coup, il va rater une vraie opportunité marketing. Réponse cinglante de l'hôtel, no way. Il n'y a pas moyen, oublie ça. Comment moi je paye mes employés derrière? C'est pas ta notoriété qui va me rapporter assez de sous pour les payer à la fin du mois. Donc ça fait un peu un bad buzz quand même, cette affaire-là. Et le côté que je trouve assez rigolo, c'est que l'hôtel s'est permis de lui envoyer une petite facture pour dire grâce à moi, tu as eu plein d'articles à propos de toi. Comme quoi, toutes tes pratiques n'étaient pas forcément bonnes. Donc, je t'ai fait de la pub. Donc, tu verras, là, je t'ai mis un montant de posts sponsorisés et de création de contenu pour toi. Ils ont renversé la situation. Je trouvais ça assez rigolo. Je reviens sur un truc que tout le monde a martelé aujourd'hui. Privilégier l'engagement. L'engagement. Et l'engagement, c'est vraiment le critère premier. Et quasiment le seul critère que vous devez garder en tête quand vous choisissez votre ambassadeur ou votre influenceur. En gros, et ça c'est ma slide de fin, j'en suis très fier, sans engagement de qualité, il n'y a pas d'influence. Voilà, ça peut paraître hyper simple, hyper basique, sauf qu'on l'oublie très souvent et on se dit qu'un gros chiffre, c'est le plus important à garder en tête. Pas forcément. Merci beaucoup. Merci. On peut s'expliquer là tout de suite sur ce que j'ai vu sur la deuxième slide, je crois. Alors, je ne sais pas si c'est un principe ou une question que tu posais. La neutralité de l'influenceur. Tu te fous de nous, là? Ouais. Disons qu'on espère toujours que les gens nous racontent des choses vraies, et qu'ils ont un avis. Mais justement, ça rejoint ce côté je vais payer un avis, donc je ne suis plus neutre. Cette neutralité de l'influenceur, elle est quand même hyper importante. Et c'est vrai que c'est un petit peu provocateur de parler de neutralité. Mais c'est indispensable. Alors, du coup, comment on peut l'animer, la vérifier, la mesurer, cette neutralité de l'influenceur, si tant est qu'elle soit possible? Il suffit de se renseigner un petit peu et de regarder dans le temps la vie de l'influenceur. Savoir si c'est quelqu'un qui a débarqué du jour au lendemain sur la scène, ou si c'est pas la première opération marketing qu'il lance, si c'est sa deuxième, troisième, quatrième. En fait, c'est de regarder un peu l'historique d'une personne, un peu comme dans une relation amoureuse. On va se renseigner un petit peu sur son passif de l'autre, avant de s'engager réellement, d'aller plus loin. Alors j'ai entendu quelques petites choses là-dessus dans l'intervention d'Emeraude. Tu as des conseils à donner là-dessus? Vérifier que l'influenceur vaut le coup et que je peux l'emmener dans ma communauté? Oui, posez-lui des questions toutes bêtes. Comment ça va? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu penses de notre marque? Cet aspect co-création dont on parlait tout à l'heure, elle est hyper importante et elle commence tout simplement par un dialogue. Et c'est pas à sens unique. C'est pas moi en tant que marque qui vais dire écoute influenceur, je t'ai repéré, j'ai besoin de toi, viens. Sinon, on va instaurer une relation de confiance et vraiment comme une relation amoureuse, on va se draguer, on va se tester un petit peu et ça prend un peu de temps. Il faut vraiment entamer un dialogue réel et cette notion de confiance, elle est indispensable. Il faut vraiment instaurer une notion de confiance et pas uniquement bon, c'est factuel, tu as beaucoup d'abonnés, moi j'ai un super produit, ça va marcher. J'ai compris aussi entre les lignes de ton intervention une espèce de générosité.
parce que c'est pionnier tout ça. Ça démarre. Tu l'as redit, ça va exploser en 2018. Enfin, le champ des possibles est énorme. À quel moment ça va saouler? Et à quel moment on va redevenir normaux? Ça peut arriver aujourd'hui, demain, mais c'est peut-être déjà en cours. Hein. C'est comme toujours une histoire de termes marketing. On parle aujourd'hui de marketing d'influence. Avant, ça s'appelait relations presse. Avant, ça s'appelait recommandations. En fait, je pense que très clairement, les gens en auront marre quand ils vont se rendre compte qu'ils se font prendre pour des grands imbéciles au quotidien. En fait, c'est si l'ensemble de leurs ambassadeurs, donc tous ceux en qui ils ont des relations de confiance, se mettent à avoir le même discours tout le temps. Donc là, on va se rendre compte qu'on est un peu dans 1984, et donc là, il y aura une prise de conscience, et de se dire que bah non, au final, cette neutralité espérée, elle n'est plus vraiment présente. Dans ta relation, c'est ma dernière question, dans ta relation avec les clients, tu es autant robot qu'humain. Enfin, comment ça se gère, ça, dans le verbatim à partager avec le client pour le convaincre d'aller loin dans une démarche de marketing d'influence? Alors moi, je suis plutôt humain que robot. Je crois qu'on avait compris. Mais en fait, on lève ta main de la poche d'ailleurs. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est de partir de l'humain pour expliquer le compliqué. Donc c'est un truc que je défends depuis très longtemps. C'est de partir du dialogue pour expliquer n'importe quelle situation et n'importe quel principe compliqué. Marketing d'influence, c'est un terme très compliqué pour dire une personne qui recommande à une autre. Donc, l'exemple de ma grand-mère, il n'est pas innocent. Ma grand-mère, c'est une énorme influenceuse dans ma vie. Mais je ne l'ai jamais appelée influenceuse et jamais je l'appellerai influenceuse. Mais c'est juste qu'elle a toujours été là, dans ce rôle-là. Donc au final, c'est une relation humaine. Si on transpose dans le digital, ma grand-mère, ça serait Google, quoi. Ça serait un robot. Mais avec son avis à elle. Elle t'a pas influencé sur les compléments d'objets directs, hein? J'ai vu 3 fautes dans tes slides. Non, je plaisante. Ça se peut. Bon, tiens, alors, vous pouvez poser des questions. Vous pourrez les poser à l'oral tout à l'heure, hein, lorsqu'on échangera. Mais vous pouvez également les poser sur l'appli de l'événement. Et là, d'un coup d'un seul, j'en ai déjà 2 qui s'affichent. Je les garde pour l'échange qu'on aura avec toi, Emeraude, notre 3e speaker, et les témoins que je recevrai tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci.